Février 1943. Après l'échec dévastateur à la bataille de Stalingrad, Adolf Hitler se trouve dans une situation désespérée. Obsédé par la défaite de l'armée rouge, il cherche désespérément une solution rapide pour changer le cours de la guerre sur le front de l'Est. Hitler est confronté à la réalité d'une guerre qu'il ne peut plus contrôler complètement. Malgré ces tentatives désespérées, la capacité de l'Allemagne à maintenir son élan commence à s'affaiblir considérablement. La guerre devient une lutte de survie pour le Troisième Reich, tandis que les forces alliées avancent depuis l'Ouest et que l'armée rouge gagne du terrain à l'Est. Cependant, et malgré cet échec retentissant, la contre-offensive développée par l'Allemagne lors de la bataille de Kharkov au printemps 1943 permet à la Wehrmacht de reprendre le terrain perdu dans le bassin du Donetsk et de menacer directement les soviétiques dans le saillant de Koursk. Baptisé Opération Citadelle, le haut commandement allemand, pressé par Adolf Hitler lui-même, approuve le 15 avril 1943 une nouvelle offensive d'été qui, partant d'Orel au nord et de Kharkov au sud, encerclerait supposément le saillant de Koursk dans le but d'encercler et de détruire les nombreuses armées soviétiques concentrées là. Pour cela, l'armée allemande s'appuierait pour la première fois sur les nouvelles acquisitions technologiques en chars, en particulier les blindés Panther et Tiger, ceux derniers équipés d'un canon de 88 mm en tourelle, surpassant largement les redoutés T-34 russes jusqu'alors. À ces chars se sont ajoutés les habituels Panzer III et Panzer IV, ainsi que le tout nouveau Ferdinand automoteur de 62 tonnes et l'éléphant aux caractéristiques similaires. Il en va de même pour les modèles modernes incorporés à la Luftwaffe, puisque aux chasseurs Messerschmitt 109 et bombardiers en piqué Stuka toujours présents, se sont ajoutés les nouveaux Henschel 129 convertis en avions chasseurs de chars, le groupe d'armée centre sous le commandement du maréchal Günther von Klug et le groupe d'armée sud sous le commandement du maréchal Erich von Manstein seraient les deux ailes chargées d'encercler Koursk par les secteurs nord et sud en direction de Svoboda et Oboyan respectivement, en gardant une pleine confiance dans le facteur surprise et la supériorité technique des nouveaux chars et avions. Début de l'opération Citadelle, c'est le moment de rédiger notre dernier testament, notait avec amertume un soldat d'assaut des SS dans son journal le 5 juillet 1943, alors qu'il attendait l'ordre d'avancer. Le long de la ligne, les soldats soviétiques partageaient leurs propres blagues, comme celle du tankiste qui informait que presque tous dans son unité étaient tombés ce jour-là. « Je suis désolé », disait-il. « Je m'assurerai que l'on me brûle demain. » Hitler donna ce nom à son plan, affirmant « Cette opération est d'une importance fondamentale. Elle doit se conclure par un succès rapide et décisif. » Chaque chef et chaque soldat doivent être dûment préparés pour qu'ils prennent conscience de l'importance décisive de cette offensive. La victoire de Koursk sera un phare qui illuminera le monde. La seule chose qui restait à décider était le moment de commencer et les emplacements précis que les renseignements soviétiques avaient été incapables de déterminer. Adolf Hitler avait repoussé la date à plusieurs reprises. Au moins 3 fois, le haut commandement soviétique, connu sous le nom de la Stavka, avait émis de fausses alarmes. Puis, dans l'après-midi du 4 juillet 1943, les Allemands envoyèrent à leurs hommes un signe infaillible, une ration supplémentaire de vodka spéciale. Un Alsacien servant dans les Waffen-SS déserta immédiatement et convainquit une équipe d'interrogateurs de haut rang, incluant le commandant du front de Voronej, le général Nikolaï Vatutin et le conseiller politique de 49 ans Nikita Khrouchtchev, que l'offensive allemande débuterait avant l'aube du 5 juillet. Accorder aux Allemands l'avantage de la surprise tactique pourrait se révéler fatal. Khrouchtchev informa rapidement Moscou. Joseph Staline rappela et, selon Khrouchtchev, lui demanda son avis, auquel il répondit que
Nous ferons payer l'ennemi avec son sang lorsqu'il tentera d'avancer. » Prévue pour 5h30 à l'aube du 5 juillet 1943, l'opération Citadelle devait commencer 3 heures avant par l'offensive allemande. À 2h20 du matin, les Soviétiques, qui connaissaient à l'avance le plan ennemi et les positions allemandes, commencèrent leur propre attaque préventive en lançant un puissant bombardement d'artillerie et de lance-roquettes Katyusha sur leurs adversaires. Pris totalement par surprise, les grandes concentrations de troupes allemandes prêtes à se jeter sur les Russes furent intensément punies par des milliers de tonnes de feu et de plomb. Rapidement, les rangs de première ligne allemands se désintégrèrent et les pertes commencèrent à augmenter de manière alarmante, empêchant toute offensive coordonnée en vue de l'assaut prévu pour l'aube. Jusqu'à 3h30 dans la nuit du 5 juillet 1943, l'armée allemande ne répondit pas aux bombardements soviétiques, lançant un feu de contre-batterie avec des milliers de canons contre toutes les pièces ennemies localisées. Ainsi, comme une heure plus tôt, les troupes soviétiques furent pilonnées par l'artillerie allemande, subissant des pertes très élevées, et de nombreux canons et véhicules furent détruits. Pendant ce temps, alors que des milliers de projectiles tombaient d'une ligne à l'autre, des centaines de sapeurs allemands s'infiltrèrent dans la terre de personnes, rampant jusqu'aux lignes soviétiques, coupant les fils barbelés et dégageant les champs de mines pour que les chars puissent avancer à l'aube. Juste avant l'aube du 5 juillet 1943, les avions de la Luftwaffe et de la flotte aérienne rouge s'attaquèrent mutuellement le long de tout le front, bombardant les concentrations de troupes et les aérodromes dans la steppe. Les chasseurs allemands Messerschmitt Bf 109 et Focke-Wulf Fw 190 détruisirent des dizaines d'appareils soviétiques en mitraillant au sol. Officiellement, à 4 heures du matin le 5 juillet 1943, la grande offensive terrestre contre Koursk commença lorsque la 9e armée allemande du général Walter Model se lança contre les armées soviétiques situées entre le front de Bryansk et le front central. Protégée par les nouveaux blindés Panther et les canons automoteurs Ferdinand, la première attaque fut un désastre total. Les troupes soviétiques, bien retranchées dans leurs tranchées, détruisirent de nombreux chars allemands à l'aide de pièges explosifs et de charges de dynamite, tandis que les nids de mitrailleuses et les mortiers décimaient l'infanterie. Seule l'intervention des puissants chars Tiger de la 20e division Panzer fit pencher la balance en faveur des Allemands. La 15e division de fusiliers fut expulsée de la vallée de l'Oka avec de lourdes pertes, ce qui permit à la Wehrmacht d'occuper la localité d'Oka, de conquérir la ville de Butyriki et de détruire tous les canons antichars et les blindés T-34 présents dans la zone. Simultanément, le 48e corps Panzer lança l'opération Citadelle en attaquant le front de la steppe à Tcherkasskoï. Cet assaut, qui échoua initialement car les 200 chars allemands furent immobilisés dans un champ de mines balayé par l'artillerie ennemie, finit par réussir lorsque les Soviétiques commirent l'erreur de sortir de leur position et furent massacrés par les nouveaux blindés Panther. Une fois les Russes décimés, les renforts du 48e corps Panzer et de la division Panzergrenadier Grossdeutschland permirent de poursuivre l'avancée, de briser les lignes soviétiques avec de lourdes pertes pour l'armée rouge et de capturer la ville de Tcherkasskoï. Le 2e corps Panzer des SS, composé des divisions vétérans Leibstandarte, Das Reich et Totenkopf, se dirigea vers le saillant de Koursk, traversant les champs de mines avec une facilité déconcertante et affrontant les troupes soviétiques de la 52e division de garde et de la 375e division de fusiliers. Ensuite, les chars Tiger, accompagnés de blindés plus légers et de semi-chenillés anomag, escortant des soldats à pied et des grenadiers, surmontèrent les défenses ennemies, brisèrent les dispositifs anti-chars
détruisirent les canons russes protégeant la zone et dissoudirent tout ce secteur du front, facilitant une pénétration en profondeur. L'offensive menée par le groupe Kempf, le 2e corps Panzer et le corps Rauss fut moins efficace. Après 5 kilomètres de progression, les Allemands furent arrêtés par la résistance frénétique de l'artillerie soviétique et restèrent immobilisés sans pouvoir avancer ni reculer sur les collines de Belgorod. Même le tir de contre-batterie des canons automoteurs Ferdinand ne fut pas suffisant pour renverser la situation. L'infanterie dut continuer seule, menant une charge à la baïonnette qui se transforma en un combat corps à corps sanglant entre soviétiques et allemands, utilisant pistolets, couteaux, pelles et même leurs poings et leurs pieds, sans qu'un vainqueur clair n'émerge. À la tombée de la nuit de ce 5 juillet 1943, la bataille de Koursk s'améliora considérablement pour les troupes de l'armée allemande lorsqu'elles occupèrent l'important point stratégique d'Alexandrovka. Presque en même temps, juste avant la tombée de la nuit, la 3e division Panzer, opérant dans la région de Tcherkasskoï, réussit à contourner la rivière Pena grâce à l'intervention aérienne de 100 bombardiers en piqué Stuka et à anéantir pendant la manœuvre la 71e division de garde soviétique. Cette victoire inattendue en fin de journée fut un coup dur pour l'armée rouge qui subit 8300 pertes. Bataille de Koursk. Avec la prise du premier ceinture défensive de l'armée rouge par l'armée allemande, le lendemain du début de la bataille de Koursk, le 6 juillet, l'état-major soviétique ordonna la mobilisation de toutes les réserves en raison de la gravité de la situation. Ce matin-là, ils organisèrent une contre-attaque avec des chars T-34 sur Olkovatka, dont l'assaut se solda par un échec complet car les blindés furent facilement détruits par les Tigers de la 2e division Panzer, nettement supérieure. Pour couronner le tout, après avoir désorganisé l'attaque ennemie, plus de 1000 chars allemands passèrent à l'offensive, avançant en formation en coin avec les Tigers en tête, suivis des Panzer III et Panzer IV sur les flancs, balayant toutes les unités soviétiques sur leur passage et conquérant la ville de Soborovka. Ce même 6 juillet 1943, le 2e corps Panzer des SS lança une attaque sur un nouveau secteur du saillant de Koursk, cette fois contre le front de Voronej, où se trouvait la 6e armée de garde. Comme à d'autres occasions, les invincibles chars Tiger et Panther ouvrirent une brèche dans les lignes ennemies, conquirent le village de Luki, s'emparèrent du nœud de Yakovlevo, détruisirent un régiment soviétique entier et coupèrent en deux la 6e armée de garde qui se retrouva isolée. Cependant, malgré l'incroyable succès de ces troupes vétérans des Waffen-SS, le 12e corps SS Panzer dut interrompre son avance car les autres forces chargées de protéger ses flancs, notamment le groupe Kempf et le 2e corps Panzer, furent incapables de progresser au-delà des collines de Belgorod en raison de la résistance tenace de l'armée rouge. Le 7 juillet 1943, l'armée rouge lança une 2e offensive aux abords de Ponyry qui se solda également par un désastre, car 2 corps blindés de T-34 furent anéantis par les chars allemands. Repoussés, les troupes allemandes attaquèrent la ville même de Ponyry, défendue par la 307e division de fusiliers, qui fut peu à peu expulsée de la ville après une intense lutte corps à corps dans les faubourgs. En une seule matinée, les Allemands occupèrent Ponyry, sauf la gare qui continua de résister grâce à l'arrivée par voie ferrée de nombreux wagons chargés de soldats, parvenant miraculeusement à maintenir la gare en main soviétique malgré les assauts ennemis infructueux, ce qui lui valut le surnom de Klein Stalingrad, Petite Stalingrad. Pendant ce temps, dans le secteur du 2e corps SS Panzer, les choses n'allèrent pas mieux pour l'armée rouge, car après avoir été expulsée de Louchki Nord, la 1re division SS Panzer Liebstandart détruisit 75 chars T-34 russes et la Das Reich en détruisit 50 autres du même modèle. Très lentement mais de manière progressive, l'armée allemande progressa dans le saillant de Koursk, comme le fit la Totenkopf le 9 juillet, après avoir occupé le village de Yakontovo. Les choses s'améliorèrent également le 10 juillet lorsque le groupe Kempf, qui avait récemment reçu des renforts du 1e armée Panzer, réussit finalement à percer les collines de Belgorod et attaqua en direction de Korocha,
où il détruisit 2 divisions soviétiques complètes et captura un général avec tout son état-major, portant un coup dur à l'armée rouge, surtout après que les commandements du front de Voronej eurent compté qu'il ne restait plus que 100 chars sur les 646 avec lesquels ils avaient commencé la campagne. Curieusement, à partir du 11 juillet, les soviétiques durent utiliser une tactique consistant à enterrer 100 T-34 et à ne laisser dépasser que la tourelle pour agir comme des casemates mobiles, en raison des lourdes pertes de chars. Cependant, malgré le fait qu'ils détruisirent de nombreux blindés allemands avec cette technique, l'offensive lancée ce jour-là par le 2e corps SS Panzer, avec la 3e division SS Panzer Totenkopf en tête, couverte du ciel par des escadrilles de chasseurs-bombardiers Stukas et Henschel H-129, désorganisa les lignes soviétiques et détruisit de nombreux chars russes, permettant aux Allemands de progresser de 40 km et de conquérir les villages de Berezov, Gremouchi, Bikovo et Voznesenki, jusqu'à traverser la rivière Psel grâce à un pont de ponton de 30 tonnes et se positionner aux portes de Prokhorovka. En fait, dans le secteur de la 6e division Panzer du général Franz Beck, une avant-garde de soldats allemands déguisés en Russes et à bord de 2 chars T-34 capturés, prit le seul pont intact sur la rivière Donets à hauteur de Rjavets, isolant brièvement la 69e armée soviétique. Bataille de Prokhorovka. Le village de Prokhorovka était une ferme d'État située au milieu de la steppe ukrainienne, couvrant un front de 15 km, du fleuve Psel au nord jusqu'à la gare de Belenikino au sud. De manière surprenante et par caprice du destin, les 2 camps choisirent cette zone pour mener des offensives simultanées le jour du 12 juillet 1943. Auxerre était prêt à exécuter ses ordres pour le 12 juillet. Ils étaient directs. Plus de bêtises. Cette fois, il fallait appliquer le mantra des panzers. Klotzen nicht kleckern. Cela ne signifiait pas cependant une attaque frontale massive, avec 3 divisions en même temps, entrant dans la gueule des canons russes. OC envisageait une opération séquentielle qui serait menée de la manière suivante. La 1re division SS Panzer Liebstandarte à la ferme Oktabruska, la 2e division SS Panzer Das Reich à Teteverino et la 3e division SS Panzer Totenkopf à Vasilevka, tandis que la 5e armée de garde du général Pavel Rotmistrov, composée de 310 chars et 472 avions, se trouvait avec le 18e corps blindé à Andreyevka et le 2e corps de garde blindé à Vinogradovka. Cette situation prépara le terrain pour l'événement décisif de Koursk, la bataille de chars à Prokhorovka. Tous les éléments du mythe étaient présents. Prokhorovka offrait un affrontement frontal et direct entre les troupes d'élite des meilleures armées du monde, sur un front de 5 km, dans des conditions qui ne laissaient pas de place à des manœuvres sophistiquées ou à une intervention significative des forces aériennes et de l'artillerie. Le drame est accentué par une image familière des 2 camps attaquant simultanément, une bataille de rencontre au sens littéral, suggérant des prédateurs en chaleur. Prokhorovka offrait un point de basculement émotionnel. Après cela, rien ne serait plus pareil. Après cette bataille, le cours de la guerre n'irait que dans une direction, Berlin. À 8h30 du matin du 12 juillet 1943, les chars allemands Panzer, Tiger et Panther de la 1re division SS Panzer Leibstandarte commencèrent à avancer sur la plaine verte de Prokhorovka en direction de la forêt de Storozhevoye. Tandis que les chars soviétiques T-34, T-70, KV-1 et Churchill faisaient de même vers la colline 252.5, au cri de « Stahl, Stahl, Stahl » ou « Acier, Acier, Acier », la 5e armée de garde chargea frontalement, soutenue par un barrage d'artillerie de 15 minutes qui n'eut aucun effet, ainsi que par des vagues d'avions Sturmovik, Il-2, qui ne parvinrent pas non plus à atteindre leur cible. En raison de ces erreurs de visée, dès que les chars allemands eurent les T-34 soviétiques à portée à 800 mètres, ils tirèrent dessus et incendièrent de nombreux blindés. Vers 9 heures, plus de 500 chars de la 5e armée de garde entrèrent en collision avec ceux du 2e corps SS Panzer. Malgré le fait que les équipages de chars allemands étaient éblouis par le soleil levant et que les T-34 s'étaient déployés en éventail pour menacer les chenilles des Tiger et Panther supérieurs, voire entrer en collision avec eux pour les endommager, à 10 heures la première vague russe se retira
après avoir perdu 20 blindés sans causer de pertes allemandes, bien que la 3e division SS Panzer Totenkopf ait subi 50% de panne de S et chars lourds qui redevinrent rapidement opérationnels. La deuxième vague lancée à 10h30 n'eut pas plus de succès, car les T-34 restèrent coincés dans un fossé anti-char au pied de la colline 252.2, creusé précédemment par les Russes eux-mêmes, ce qui permit aux chars allemands de tirer sur un ennemi concentré et de pulvériser 60 chars ennemis sans subir de pertes. Sur les flancs du secteur central de la bataille de Prokhorovka, les blindés de la 6e armée de garde furent anéantis par les lance-roquettes Nebelwerfer et un groupe de la 3e division SS Panzer Totenkopf qui, avec leurs Tiger, détruisirent 60 chars T-34 entre la rivière Psel et Vasilevka. Du côté allemand, les participants à la bataille incluaient le très loué commandant de chars Tigre allemand, Michael Wittmann, ainsi que Rudolf von Ribbentrop et le Standartenführer Joachim Peiper, accompagnés de leur meilleur homme de la Leibstandart, Werner Wolf. Face à une énergie et une détermination incroyables, Wolf prit la décision audacieuse de prendre le commandement d'une compagnie qui était restée sans leader après que son commandant ait été tué. Avec une détermination inébranlable, il prit rapidement le contrôle de la scène chaotique. Le leadership de Wolf brilla intensément alors qu'il s'occupait rapidement d'organiser un front défensif formidable. Il regroupa ses grenadiers et le personnel disponible, et face à l'assaut implacable de l'ennemi, il déploya stratégiquement des équipes de combat rapprochées contre les chars, démontrant un ordre tactique exceptionnel. Sa réflexion rapide et sa détermination furent essentielles pour éviter un chaos plus grand et insuffler un sentiment d'ordre parmi ses camarades abattus. De plus, au milieu du chaos de la bataille, Wolf parvint à sauver ses véhicules de combat automoteurs en flammes et explosant d'une destruction certaine. La personnalité puissante de Wolf transcendait le simple leadership. Il devint une force de la nature qui non seulement restaura l'esprit combatif des grenadiers épuisés, mais leur insuffla également une détermination amère et inébranlable à l'emporter. L'impulsion que l'attaque hostile implacable ne put surpasser au milieu du chaos de la bataille, il se retrouva ensuite personnellement face à un char T-34 en combat rapproché. Lors de cette rencontre, il élimina habilement le char ennemi, consolidant encore davantage sa réputation de guerrier intrépide et formidable. Mais le courage de Wolf ne s'arrêta pas là. Le commandant du char sortit du véhicule en flammes et affronta Wolf. Les deux engagèrent une lutte amère homme à homme au milieu de la bataille. Cependant, il réussit un exploit audacieux en utilisant son propre poignard pour tuer le général ennemi qui commandait. À l'âge de 22 ans, Ribbentrop décrivit dans ses mémoires « C'était un enfer de feu et de fumée, la destruction des chars T-34 avec tous leurs morts et blessés. Les tankistes, comme les pilotes, peuvent raconter des histoires héroïques. Celle de Ribbentrop pourrait s'intituler « 7 Panzers contre 50 T-34 à Prokhorovka ». Pendant les premières minutes, du moins, ces 7 Panzer IV souffrirent d'une surabondance de cibles. Tentant de tirer sur les flancs contre un blindage relativement fin, chaque char couvrant un autre, ils incendiaient les Russes à moins de 100 mètres de portée. La seule question était de savoir si leurs munitions ou leurs chances s'épuiseraient en premier. Le char de Ribbentrop lui-même fut ignoré au milieu de la charge soviétique. Il se retrouva à surprendre les chars et l'infanterie russe depuis l'arrière, tout en luttant pour revenir à son point de départ, sortant finalement victorieux d'un duel à mort avec un T-34 à distance de tir de canon. Sur la colline 252, les Russes envahirent le quartier général d'un bataillon de grenadiers Panzer de la Leibstandart. Leur officier commandant, le fameux Joachim Peiper, se débarrassa personnellement d'un T-34 avec un bouquet de grenades à main, ce qui n'était pas une tâche habituelle pour un officier supérieur, même dans les Waffen-SS. Les équipages de Ribbentrop gagnèrent également du temps pour que les deux autres compagnies du bataillon de chars de la Leibstandart se déploient en soutien de leur infanterie sous pression. Indiscutablement de plus grande importance, la résistance de Ribbentrop permit à la compagnie Tiger de la division de prendre des positions pointant vers le bas sur la colline 252 et couvrant la ferme d'État Octobre. Les brigades d'avant-garde du 180e corps de tanks avaient pour tâche de traverser le flanc gauche de la Leibstandart, encore grand ouvert en l'absence des panzers de la Totenkopf. Dans un premier temps,
4 Tigers bloquèrent leur avance. L'un d'eux était commandé par un héros SS encore plus emblématique que Ribbentrop. Les légendes entourant Michael Wittmann obscurcissent le fait que, même à stade précoce de sa carrière, ses camarades le considéraient comme unique pour sa connaissance de la situation et son sang-froid. Cela faisait de lui l'homme juste au bon endroit lorsque des centaines de chars soviétiques avançaient vers la ferme d'État Octobre. Commençant à des distances de 1800 mètres, les Tigers liquidèrent méthodiquement un T-34 après l'autre, et il y avait très peu de Tigers pour offrir une cible à l'artillerie russe de soutien. Erhard Gurs, un soldat sous le commandement de Peiper, a dit « C'était un enfer ». Après la bataille, le champ de culture à l'est du fossé ressemblait à un cimetière de chars. À partir de ce dernier revers, et juste au moment où les chars russes se heurtaient et étaient pulvérisés entre les champs de maïs et les cultures devant les pentes de la colline 252, l'aviation allemande obtint la supériorité aérienne et avec ses chasseurs de chars, Stukas et Henschel H-129, acheva la journée en anéantissant les derniers blindés soviétiques au long de 893 sorties. À la tombée de la soirée du 12 juillet 1943, la 5e armée de garde se retira complètement vaincue de la bataille de Prokhorovka, considérée par les experts comme la plus grande confrontation locale de chars de l'histoire. Jusqu'à ce moment, l'armée rouge avait subi 5500 pertes et la destruction de 334 chars, en plus de 420 endommagés. Tandis que l'armée allemande n'avait encaissé que 522 pertes, avec 97 morts et 425 blessés, ainsi que 6 chars détruits et 41 endommagés. Cependant, les avancées à petite échelle ont continué. À partir de 10h45 du soir, la Totenkopf se sentit suffisamment à l'aise pour signaler que son groupe Panzer avait atteint la route Karteshevka-Prokhorovka avec un jour de retard et une grande pénurie d'hommes et de chars. Sur la carte, seuls quelques kilomètres séparaient la Totenkopf de la route menant à l'arrière du front de Voronezh. À ce moment-là, les compagnies de grenadiers Panzer de la Totenkopf s'étaient réduites à 50 hommes ou moins, si fatigués après des jours de combat corps à corps que les stimulants standards avaient l'effet inverse. Le régiment blindé avait perdu presque la moitié de ses chars en luttant pour sortir de la tête de pont d'Uppsel. 45 avaient été détruits ou endommagés, y compris tous les Tigers. Les équipages des 56 Panzer restants étaient épuisés. Le carburant et les munitions étaient rares. Bien que seulement quelques-uns des chars endommagés aient été perdus de façon permanente, les équipes de maintenance se trouvaient à l'autre bout d'Uppsel. Amener leurs hommes et véhicules vers l'avant ou faire reculer les chars signifiait défier les priorités les plus élevées de nourriture, d'essence et de munitions dans une direction, ou l'évacuation des blessés dans l'autre. Les ponts restèrent vulnérables aux attaques aériennes et à la possibilité encore existante d'une avance ennemie surprise. Le cadre original de commandement de la Totenkopf provenait des camps de concentration. Son premier commandant, Theodor Eicke, avait passé du temps dans un hôpital psychiatrique, CE qui n'était pas un chemin habituel vers le haut commandement, même dans le Troisième Reich. Il n'est donc pas surprenant que l'esprit de la division soit de faire le travail à tout prix. L'imagination n'était pas une vertu valorisée. Ainsi, lorsque, dans la nuit du 12 juillet, la Totenkopf exprima son inquiétude quant aux forces soviétiques et au nombre de renforts qui semblaient arriver à tout moment, lorsqu'elle commença à se préparer intensément à une attaque encore plus forte sur sa tête de pont encore réduite. Ce fut un signe clair que le corps SS s'était complètement arrêté, du moins dans l'esprit de ceux qui supportaient le poids de la journée du côté soviétique et lisaient les interceptions radio décryptées. La nuit du 12 juillet, Manstein remercia et loua les divisions SS pour leur succès remarquable et leur conduite exemplaire. Les rapports de perte de chars soviétiques et les récits de première main de CE qui leur étaient arrivés renforcèrent encore la conviction de Manstein que les chances étaient bonnes et que les Rouges se vidaient de leur sang. La situation réelle méritait un état d'esprit plus sombre. Hoth était nerveux. Ses 2 corps principaux avaient été frappés de plein fouet par les chars russes, dont le nombre dépassait de loin l'inquiétude initiale qui avait conduit Hoth à planifier le tournant des SS vers Prokhorovka en premier lieu. De plus, les rapports ultérieurs de renseignement et de reconnaissance ne préparèrent pas le commandement de la 4e armée Panzer
à des corps et des armées de chars qui semblaient se matérialiser depuis les mêmes forêts et steppes. Les pertes de personnel de la journée n'étaient pas en soi paralysantes. Les SS comptaient environ 200 morts et disparus probablement morts. Mais le nombre de blessés était beaucoup plus élevé. La seule Leibstandarte rapporta 320 et un blessé, la plupart dans les compagnies de chars et de fusiliers. Et, pour répéter le chant funèbre universel de Citadelle, rien ne pourrait remplacer les vétérans, les commandants de peloton et de compagnie, les commandants de chars et les sous-officiers qui se sacrifiaient de plus en plus en prenant des risques suicidaires pour compenser la réduction des compétences, de l'énergie et du moral dans des unités épuisées et à court d'hommes. Depuis le 5 juillet, les tankistes SS et les grenadiers Panzer, les fusiliers et les artilleurs avaient été poussés à la limite mentale, émotionnelle et physique par la nature et l'intensité des combats. Un bon nombre d'hommes, même parmi la troupe, étaient légèrement blessés ou choqués, mais préféraient rester dans leurs uniformes plutôt que d'être évacués par un système médical surchargé. La combinaison de chaleur humide et de pluie torrentielle faisait également des ravages. La soif au point de déshydratation était un problème particulier pour les tankistes. La nourriture, si elle existait, quelque chose de chaud, même du café, était une anomalie bien accueillie. La constante universelle, cependant, était le manque de sommeil. Contre toute attente, le matin du 13 juillet 1943, et malgré la lente progression de l'armée allemande vers le saillant de Kursk, Adolf Hitler ordonna la suspension de l'opération Citadelle. La raison de ce décret surprenant fut l'invasion des Alliés en Sicile par l'opération Husky, ce qui força le Troisième Reich à détourner une grande partie de ses ressources vers un secteur beaucoup plus stratégique comme l'Italie et son maintien dans le conflit à la suite du débarquement des troupes des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ces événements conduisirent à ce que tout le 2e corps SS Panzer, qui venait à nouveau de frustrer une offensive soviétique à Prokhorovka en détruisant 150 chars ennemis sans perte propre, soit transféré de Kursk à la péninsule italienne, y compris les divisions d'élite des Waffen-SS, empêchant tout type d'action offensive et provoquant l'annulation de l'opération Citadelle sur le front de l'Est. Le même 13 juillet 1943, lorsque le haut commandement allemand annula l'opération Citadelle, le front de Briansk profita de la faiblesse allemande du repli pour déclencher une contre-offensive avec des chars et de l'infanterie menée par la 11e armée de garde. Rapidement, la sage intervention des Panzers, dirigée par le général Walter Model, repoussa l'attaque de l'armée rouge et stabilisa les lignes. En même temps, le 14 juillet, le terrain gagné depuis le 5 juillet fut démantelé tandis que la 2e armée Panzer couvrait la retraite. Pendant cette opération, les Allemands repoussèrent le 17 juillet divers contre-attaques du front de Briansk et du front de Voronezh, au moins jusqu'à ce que la contre-offensive lancée par la 11e armée soviétique, qui pénétra plus de 70 km à l'intérieur, sans capturer aucune unité allemande car toutes furent évacuées, oblige toutes les divisions de l'Axe à se réfugier au-delà du fleuve Dniepr. Aux premières heures du 23 juillet 1943, les avant-gardes de l'armée rouge atteignirent les lignes du point de départ allemand de l'opération Citadelle initiée le 5 juillet. Avec ce dernier épisode, l'Union soviétique et l'Allemagne mirent fin à la bataille de Kursk.